La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand Angle analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM. Nous sommes le mardi 3 décembre 2024. Bienvenue dans Grand Angle, une émission hebdomadaire destinée à décrypter les dynamiques politiques, économiques et sécuritaires qui façonnent l'Afrique. Le numéro d'aujourd'hui est consacré à la présence militaire française au Sahel, une présence qui, faut-il le dire, se réduit comme une peau de chagrin. Alors le numéro d'aujourd'hui est intitulé « Les soldats français mis à la porte au Tchad et au Sénégal ». L'armée française l'a toujours considéré comme sa place forte en Afrique, un porte-avions au milieu du désert qui, malgré les vents contraires venus du Sahel ces dernières années, devait être préservé. Le Tchad, qui abrite une des 5 bases militaires de la France sur le continent, a annoncé jeudi 28 novembre 2024 qu'il rompait l'accord de défense liant les deux pays et demandait le départ du millier de soldats français présents sur son territoire. Une décision qui marque un tournant historique selon le communiqué de la diplomatie tchadienne, laquelle ajoute que le temps est venu d'affirmer sa souveraineté pleine et entière et de redéfinir ses partenariats stratégiques. La claque est aussi violente qu'inattendue pour Paris. Le communiqué est tombé, en effet, alors que l'avion du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, venait à peine de décoller du Tchad, après une visite express de 24 heures dans le pays. Pour l'armée française, la déflagration tchadienne est d'autant plus désastreuse qu'elle intervient quelques heures après un premier revers infligé par un autre partenaire africain historique, le Sénégal. Juste avant l'annonce de N'Djamena, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, défenseur d'une ligne souverainiste, affirmait dans un entretien à la presse française qu'il n'y aurait bientôt plus de soldats français dans son pays et donc plus de bases à Dakar. Autant dire, la présence française se réduit au Sahel à une véritable peau de chagrin. Pourquoi le Sénégal et le Tchad ont-ils décidé de mettre dehors les soldats français stationnés sur leur sol depuis des dizaines d'années? Pourquoi la France est-elle indésirable en Afrique? Assistons-nous à un basculement géopolitique en Afrique francophone? C'est justement ce dont nous allons débattre aujourd'hui avec mes invités. Et pour en parler, alors, il faut toujours commencer par les aînés. Il y a avec nous en direct depuis Dakar, au Sénégal, le docteur Mactar Sylla. Alors, le docteur Mactar Sylla est consultant international, entrepreneur et fondateur de Label TV et Label Radio. Il y a également avec nous en direct depuis Dakar Mamadou Lamine Dieye, journaliste au quotidien sénégalais Le Soleil. Mamadou Lamine Dieye est spécialiste en géopolitique et en relations internationales. Alors aujourd'hui nous avons de la chance, nous avons également en direct depuis Tunis Akram Khreyev qui est fondateur et directeur du site spécialisé MENA Défense. Akram Khreyev est spécialiste en questions de défense et en questions militaires. Alors nous serons également accompagné dans ce numéro par Moukrana Touarabi, journaliste politique. Moukrana Touarabi travaille beaucoup sur les questions sécuritaires en Afrique. Et comme à chaque numéro de Grand Angle, il y a avec nous Madame Louis Berima, enseignante universitaire et consultante de l'émission. Alors, la bienvenue à vous quatre. J'ai de la chance d'être aussi bien entouré aujourd'hui. Alors, avant de commencer le débat, je vous prierai, chers amis auditrices et auditeurs, d'écouter deux extraits. Alors, le premier extrait
extrait, et celui du président Bassirou Diomaye Faye, extrait recueilli d'un entretien accordé par le président sénégalais à la presse française. Le second est celui du président tchadien Mahamat Déby. Alors extrait retiré, bien sûr, extrait du discours, d'une allocation présentée lors d'une allocution du président tchadien au lendemain de l'annonce de sa rupture, au lendemain de la dénonciation de l'accord militaire avec la France. Extrait. Premier extrait, président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises, comme ça parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Évidemment, je pense que quand vous inversez un peu les rôles, vous concevrez très mal qu'une autre armée, la Chine, la Russie, le Sénégal ou n'importe quel autre pays puisse avoir une base militaire en France. Alors, je vous propose d'écouter maintenant l'extrait du président tchadien Mahamat Déby. Cet accord avait été signé à une autre époque, avec d'autres acteurs de part et d'autre, et dans un contexte tout aussi différent. Il visait à répondre aux défis communs d'une autre conjoncture nationale, régionale et internationale. Cependant, au fil du temps, cet accord est devenu obsolète, complètement obsolète. Il ne correspondait plus ni aux réalités sécuritaires, géopolitiques et stratégiques de notre temps, ni à nos attentes légitimes quant à la pleine expression de notre souveraineté. De la même manière, il ne nous apporte aucune valeur ajoutée réelle sur le terrain militaire où nous faisons face seuls à des défis variés et sérieux, notamment des attaques de dimension terroriste. Des défis sécuritaires nationaux et régionaux devant lesquels nos forces de défense et de sécurité se sont illustrées par une vaillance jamais démentie et une détermination sans commune mesure. Elles ont démontré et prouvé à chaque fois que cela est nécessaire et partout où elles ont été déployées qu'elles sont plus que capables de défendre l'intégrité de notre territoire et d'assurer la sécurité de nos concitoyens, voire contribuer efficacement à lutter contre le terrorisme à l'échelle régionale. Désormais, elles sont appelées à intégrer la nouvelle donne issue de la rupture de cet accord sur année qui, dans les faits concrets, ne change absolument rien. Au contraire, la rupture de cet accord doit engendrer, au niveau de nos forces de défense et de sécurité, plus de responsabilité, plus d'engagement et plus de concentration pour mieux défendre l'intégrité du Tchad et assurer la sécurité de ses citoyens. Chers compatriotes, hommes de médias, cette décision n'a pas été prise de manière légère. Elle résulte d'une réflexion approfondie et d'une évaluation minutieuse. Alors, Mourane Touarabi, est-ce que pour vous, l'annonce du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye constitue une surprise? Est-ce qu'elle était attendue? Celle du président sénégalais, elle était pour moi attendue en jetant un coup d'œil sur le parcours du président et de son parti PASTEF, on comprendrait qu'il n'était pas possible de maintenir la situation telle qu'elle est au Sénégal. Quand je parle de la situation, je parle bien évidemment de cette présence militaire française dans ce pays. Vous savez que le président Bassirou Diomaye Faye, son parti,
PASTEF ont construit leur programme, leur discours, leur vision sur le recouvrement de la souveraineté du Sénégal. Un parti qui vient d'inscrire une victoire retentissante aux législatives, aux récentes législatives au Sénégal. Tout à fait. Au-delà des aspects économiques, il y a aussi ce côté militaire qu'il fallait prendre en charge. Vous savez que depuis qu'il est arrivé donc à la tête de l'État sénégalais, il a entrepris plusieurs actions qui visent à recouvrir la souveraineté du Sénégal sur le plan économique, mais également sur le plan militaire. Et bien évidemment, il fallait s'attendre à une telle décision. Oui. Un commentaire, Madame Louibi-Lima, sur l'annonce des présidents sénégaliens et tchadiens. Est-ce que vous vous attendiez, est-ce que vous vous attendiez à ce timing? Alors, les annonces ont été faites à quelques heures d'intervalle. Oui, exactement. Et puis, je pense que par rapport au Sénégal, comme vient notre ami, notre camarade de le mentionner, c'était assez prévisible. Il faut le noter, il faut le rappeler également que Diomaye Faye s'inscrit aussi dans une approche d'autonomie purement sénégalaise. Dernièrement, il avait même lancé un grand projet sur l'industrialisation militaire sénégalaise en coopération avec la Corée du Sud de 35 milliards francs CFA. Il avait également, Diomaye Faye, insisté sur la diversité coopérative, c'est-à-dire que le Sénégal s'ouvre à toutes les coopérations et ne se limite pas uniquement à celle de la France, qui essaye même de faire des petits chantages en termes de reconnaissance par rapport au génocide et par rapport au génocide commis par le colonialisme français. Celle du Tchad, si vous permettez un petit commentaire par rapport à cette, je dirais à cette annonce et cette décision, pour reprendre l'expression du ministre des Affaires étrangères tchadien, qui était bien pensé et mûrement choisi, c'est justement de mettre fin à une coopération qui dure depuis 1976. Je pense que l'extrait, la déclaration du président tchadien résume parfaitement que cette coopération ne s'inscrit plus dans un contexte et dans des enjeux, qui sont d'actualité. Ouais. Très bien. Merci, Madame Lima Louibi. Alors, Akram Khayef, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je vous reçois 5 sur 5. Alors, d'abord, je vous salue chaudement. Je rappelle, Akram Khayef, que vous êtes à la fois le fondateur et le directeur du site spécialisé MENA Défense. Alors, un site, comme son nom l'indique, s'occupe de questions militaires, de questions de défense, de questions sécuritaires. Vous êtes avec nous en direct depuis Tunis. Alors, Akram Khayef, est-ce que l'annonce des présidents sénégalais Bassirou Diomaye Faye et Mahamat Déby vous ont-elles surpris? Je pose la question parce que on a l'impression que tout cela a été orchestré. Alors on a l'annonce du président sénégalais, quelques heures après on a celle du président tchadien. Alors des annonces sur donc la dénonciation des accords de défense qui lient alors le Tchad avec la France et le Sénégal avec la France. Et puis n'oublions pas que le Sénégalais choisit de faire son annonce un peu la veille de la célébration du 80e anniversaire du massacre de Tiaroy. Alors c'est un massacre, alors c'est l'armée française, elle le reconnaît depuis maintenant quelques jours, l'armée française a commis un massacre dans la banlieue de Dakar. Elle a massacré un peu plus de 300 tirailleurs sénégalais. Bon, on parle de tirailleurs sénégalais, mais il n'y avait pas que des Sénégalais dans le massacre. Alors, qu'est-ce que vous pensez un peu de ces deux annonces, de cet événement, parce que c'en est un? Tout d'abord, bonjour et merci pour l'invitation. Donc,
En fait, il y a eu énormément de choses qui se sont passées en même temps. Je ne crois pas beaucoup aux coïncidences. Il faut rappeler aussi que ces deux événements sont venus en même temps avec l'annonce de Paris de revoir sa stratégie militaire en Afrique et donc de redéployer des troupes en diminuant énormément le nombre de troupes dans les différents pays africains qui acceptent toujours ou qui sont encore liés avec la France par des accords de défense. Je pense que le Sénégal et le Tchad, même si l'annonce a été faite le même jour, leur cas n'est pas tout à fait pareil. Le Sénégal est un pays beaucoup plus développé que le Tchad, beaucoup plus indépendant en termes de souveraineté militaire, de stabilité du régime politique, mais aussi de viabilité, de la viabilité des institutions. Le Tchad est un pays qui a été construit de manière à la base très fragile et dont la stabilité des différents régimes était intimement liée à ce fameux accord de défense et de coopération, qui est beaucoup plus qu'un simple accord de défense, qui est une sorte de garantie militaire par Paris, offerte par Paris au régime tchadien. C'est une espèce d'assurance vie. Ah, tout à fait. Et donc, on a vu les différentes interventions françaises ces 40 dernières années pour stopper des tentatives de coup d'État et parfois pour corriger ce qu'ils appellent apporter des corrections au système politique tchadien. La France était impliquée militairement sur demande et acceptation des Tchadiens. Aujourd'hui, le fait que le Tchad dénonce cet accord de défense qui est concomitant à l'indépendance du Tchad, ça fait penser d'abord à une volonté d'émancipation. Une autonomisation du Tchad par rapport à la France. Mais ça laisse aussi certaines questions en suspens, surtout vu les incidents, vu l'environnement catastrophique qui entoure le Tchad. Vous avez le Soudan, vous avez le Sud-Soudan, vous avez tout ce qui se passe autour du lac Tchad et vous avez la Libye. Donc, il y a la Centrafrique aussi, qui n'est pas aussi stable. La Centrafrique, tout à fait. Et donc nous sommes dans un foyer de tension entourant de manière permanente le Tchad et qui menace, on l'a vu ces 20 dernières années, toutes les rébellions sont venues de l'étranger, ont foncé vers N'Djamena. Et donc le fait de dénoncer cet accord, donc de s'émanciper de la France, peut-être nous interpeller sur l'identité du futur garant de la stabilité des régimes tchadiens. Alors il y a le président tchadien Akram Khariev qui déclare clairement, alors que le Tchad n'est nullement dans une logique de remplacement d'une puissance par une autre. Oui, c'est peut-être son intention, mais la nature a horreur du vide, malheureusement. Et on voit aujourd'hui que cette décision-là expose, en l'absence de garants internationaux ou de garants étrangers, expose le régime actuel à une éventuelle tentative de coup d'État qui serait encore plus favorisée, encouragée par Paris, je pense. Mais on a aujourd'hui des rébellions au Tchad qui sont en attente. Nous avons les FARC, nous avons d'autres groupes qui sont notamment en Libye et au Soudan qui n'attendent que ça. Et donc ça nous interpelle beaucoup. Le Tchad n'est pas un pays éloigné de l'Algérie. Je considère que c'est un pays de la première ceinture. À vol d'oiseau, il est très proche. C'est un pays vraiment de la première ceinture. C'est un pays dont la stabilité est très très importante pour l'Algérie. Et il faudrait qu'il y ait une grande préoccupation algérienne, je pense, quant aux événements qui risquent de se passer et qui vont se passer, je pense. Très bien. Merci beaucoup pour ces éléments, Akram Khariev. Restez avec nous. Nous avons encore plein de questions à vous poser. Mokrana Itouarabi, est-ce que les annonces des présidents sénégalais et tchadiens constituent-elles un double camouflet pour Paris ?
Oui, c'est à la fois un camouflet, une gifle, un coup dur pour Paris. J'insiste encore une fois, le coup le plus dur, c'est celui du Tchad. Plus que le Sénégal, je pense que Paris s'attendait à une décision, à une demande de retrait de ses forces du Sénégal, vu le changement de régime au Sénégal, et vu aussi son attitude par rapport à l'ancien régime qui a maté, réprimé les militants du PASTEF, d'où était issu Bassirou Diomaye Faye. Les Français ont fermé l'œil justement sur la répression qui s'est abattue lors de la dernière présidentielle. Ils ont continué à soutenir l'ancien président Macky Sall, et aujourd'hui à nouveau. Et de l'autre côté, en revanche, Paris a beaucoup misé sur Mahamat Déby. Elle a soutenu dans la transition et dans sa candidature pour la présidentielle. Donc cette décision a été bien évidemment inattendue et un coup dur pour Paris. Voilà. Alors, docteur Makhtar Sylla, je suis particulièrement heureux qu'on ait réussi à reprendre contact avec vous. Alors, j'allais commencer. Je vous avais réservé ma première question, mais nous avons les impératifs du direct et les lignes sont ce qu'elles sont, donc nous avons perdu contact. Alors, docteur Makhtar Sylla, est-ce que l'annonce du président Bassirou Diomaye Faye a surpris le peuple sénégalais? Est-ce que vous vous attendiez à une telle déclaration, une annonce? Dans un entretien accordé à la presse française, il annonce son projet de fermer une base militaire française à Dakar. Oui, je vous salue tous et désolé donc de vous rejoindre en retard compte tenu des impératifs que vous avez dit. Vaut mieux tard que jamais, docteur Sylla. C'est quelque chose il y a pas de surprise en tant que telle. Oui. La position du président Diomaye Faye, c'est la position du PASTEF, qui est le parti donc qui a pris le pouvoir au Sénégal il y a 8 mois, a été une position constante. Ils vont annoncer dans le programme tout ce qu'ils font. Les gens appellent ça du souverainisme. En tout cas, c'est un positionnement panafricain. Un positionnement fondamentalement souverainiste. Alors, Rima Rouibi, le docteur Makhtar Sylla, voilà, pour lui, l'annonce du président Bassirou Diomaye Faye n'est pas du tout une surprise. C'est un point inscrit dans le programme du PASTEF, un parti qui est souverainiste, panafricaniste. Déjà, dès sa prise de pouvoir, dès l'arrivée du président Bassirou Diomaye Faye au pouvoir, il a annoncé la couleur. Il a clairement dit qu'il ne voulait plus de bases étrangères sur son sol, et en particulier de bases militaires françaises. Oui, moi, si vous permettez, je trouve que c'est une parfaite cohérence de la part du président sénégalais Diomaye Faye, dans la mesure où il cherche à garantir la souveraineté du Sénégal. On ne peut pas promouvoir une industrie militaire sénégalaise et par ailleurs autoriser une base militaire qui compte à peu près 350 soldats français sur son sol. Donc je pense que sa déclaration était claire. Le fait que le Sénégal ne conçoit pas une présence militaire française sur ses sols, et son questionnement résume parfaitement sa vision, le fait de dire si la France elle pourra accepter demain de voir des chars et des militaires sénégalais sur son sol. Donc je pense que pour le président Diomaye Faye, la présence militaire française, une base militaire française ne convient plus et n'adhère pas à son projet souverainiste. Voilà. Merci. Akram Kharaïf, alors, est-ce que vous considérez justement que les annonces des deux présidents sénégalais et tchadiens constituent un double camouflet pour Paris, un camouflet qui, faut-il le dire, Akram Kharaïf, s'ajoute à de nombreux autres camouflets qui ont été enregistrés ces dernières années. Alors, il est inutile de vous rappeler que la France a quitté le Mali le 15 août de 2022. Elle
elle quitte aussi le Burkina Faso le 18 janvier 2023 et elle quitte aussi le Niger après le coup d'État de juillet 2023. On assiste à une véritable fissure. Elles sont de plus en plus visibles entre la France et ses anciennes colonies. Dans certains cas, à Karam Khariev, il est même possible de parler carrément de rupture. Ah, c'est clair. La France et notamment, et plus précisément le président Macron, ont subi un énorme camouflet et ont aussi subi le choc de voir la réalité du monde, de ce qu'est le monde aujourd'hui. Oui. La France aujourd'hui a de moins en moins de choses à offrir à l'Afrique. Et compter sur l'esprit, compter sur un passif, une domination, je vais dire, psychologique sur certaines élites africaines aujourd'hui est une chose qui n'a plus aucun sens. Aujourd'hui, la France ne dispose plus d'armée, oui. Donc ne peut plus être un rempart pour certains régimes africains pour garantir leur stabilité. La France ne dispose plus d'industrie, ne dispose plus de compétences en termes d'échange de savoir et de plus, la France est un pays qui est devenu une sorte de citadelle fermée aux Africains. C'est une puissance en déclin, Karam Khariev ? C'est une impuissance. Et c'est une puissance en déclin ? Non, c'est une impuissance. Carrément. C'est une impuissance parce que la France voudrait, mais ne peut pas. Oui. Elle ne peut pas parce que on ne peut plus aujourd'hui, lorsqu'on est à Paris, concurrencer des puissances moyennes comme la Turquie ou les Émirats Arabes Unis, qui elles proposent des vols quotidiens sur toutes les capitales, vers toutes les capitales africaines, qui ouvrent leurs universités, leurs centres de recherche, aussi leurs hôpitaux à tous les Africains sans visa ou quasiment sans visa. Oui. Aujourd'hui, la France a tourné le dos à l'Afrique, mais et croit en une sorte de prophétie autoréalisatrice qui voudrait que les Africains aiment la France. Or, ce n'est pas le cas. La France n'offrant rien du tout aux Africains. Cette relation d'amour qui n'a réellement jamais existé et qui était basée sur des intérêts et sur des traditions n'existe plus. Elle n'a plus lieu d'être. Oui. Mais merci beaucoup, Akram. Donc, restez toujours avec nous. Nous avons encore d'autres questions dans notre besace. Entre-temps, nous allons joindre notre ami et confrère Mamadou Liamine Dieye à partir de Dakar. Vous êtes avec nous, monsieur Mamadou Liamine Dieye ? Je suis bien à l'antenne. Ah voilà, là je suis heureux, je vous reçois 5 sur 5. Il aurait été dommage que vous ne puissiez pas intervenir dans cette émission consacrée au Sénégal. Alors, je rappelle que vous êtes en direct depuis Dakar, capitale du Sénégal. Vous êtes journaliste au quotidien Le Soleil. Vous êtes spécialiste en géopolitique. Mamadou Liamine Dieye, alors, l'annonce du président Bassirou Diomaye Faye intervient pratiquement la veille de la célébration du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye. Est-ce que pour vous, cela a une signification particulière? Alors, l'annonce du président sénégalais concerne bien sûr son intention de fermer la base militaire française qui se trouve à Dakar. Bon, là, je ne parlerai pas de symbolique. Oui. Peut-être que ce serait un hasard ou une coïncidence. Mm-hmm. Bon, le 80e anniversaire de la commémoration de Thiaroye 44 a coïncidé peut-être avec la série d'interviews qu'il a accordé à des médias français. Oui. Donc, je pense que c'était tout juste une coïncidence. D'accord. Mais pour comprendre la position du Sénégal, alors là, avec les nouvelles autorités, vraiment leur perception, ou bien ce qu'ils pensent de la relation avec la France, ils l'avaient déjà consigné depuis
dans leur fameux projet. Le président Bassirou Diomaye Faye, dans son projet de rupture systémique, pour un Sénégal juste, souverain et prospère, vraiment, avec le patriotisme qu'il développe, je crois que c'est ce qu'il a exprimé la dernière fois dans son interview. Oui, absolument. Et comment l'annonce du président sénégalais a-t-elle été accueillie par le peuple sénégalais, par les Sénégalais de manière générale? Vous savez, ça a été favorablement accueilli quand même par la grande masse, surtout les jeunes, parce que le parti Pastef, les Patriotes, est en majorité des militants jeunes. Donc avec cette jeunesse-là qui voit que vraiment cette présence exacerbée de la France, qu'ils ont toujours décriée, surtout avec la vieille garde. Mais pour une petite rétrospective, alors ça a été surtout accéléré. Ça a été surtout accéléré par l'attitude du président à l'avant-veille des élections. C'est-à-dire dans le contexte préélectoral. Quand le président Emmanuel Macron a choisi, a nommé le président Macky Sall envoyé spécial des 4P, un président en exercice, on le nomme envoyé spécial, alors là, les gens se sont dit que la coupe vraiment déborde. Ils avaient des visées sur, ils avaient leur propre opinion sur le franc CFA qu'ils décriaient, sur le souverainisme qu'ils mettaient en avant. Mais quand avec cette nomination quand même, je crois qu'ils se sont dit que les Sénégalais se sont dit que là, c'est trop. Et les voisins également ne sont pas étrangers. Ce qui se passe dans le voisinage immédiat du Sénégal. C'est justement la question que j'allais vous poser. Donc, avec cette position, le président Bassirou Diomaye Faye rejoint un peu la posture prise par les responsables politiques au Mali, au Burkina Faso, au Niger, et maintenant même par le Tchad aussi. Non, je ne dirais pas, je n'allais pas dire que a suivi la position de ces pays. A pris la position de ces pays. Parce que, également, il faut savoir que le processus a démarré depuis. Avec le président Abdoulaye Wade, si vous vous souvenez. Exactement. Avec la fermeture des bases de Bel Air, etc. Donc, il y a eu ce déclic qui a été lancé par le président Abdoulaye Wade. Mais qui a connu une certaine léthargie sous Macky Sall, qui a été, je ne sais pas, mise en veilleuse ou bien qui a été en léthargie sous le président Macky Sall. C'est un élément extrêmement important auquel nous n'avons pas pensé. Vous faites bien de rappeler justement l'initiative du président Abdoulaye Wade de fermer les bases en question. Voilà. Donc, avec Abdoulaye, je crois que c'est une suite logique. Et même en rapport, ça va en droite ligne même avec la France. Qui, depuis le discours de Ouagadougou du président Macron... Le discours de 2007, de juillet 2007. Non, vous faites allusion au discours de Sarkozy ou au discours du président Macron? Non, pas de 2007, du président Emmanuel Macron de Ouagadougou. D'accord, oui. Voilà, depuis son discours de Ouagadougou, je vois que les choses se sont accélérées. Les choses se sont accélérées. Et puis la situation qui prévaut dans la sous-région n'a pas du tout aidé. Parce qu'il faut partir quand même de ce qui s'est passé en 2013. On se dit même que c'était paradoxal. Comment un pays comme le Mali, en proie aux groupes armés et aux terroristes djihadistes, pouvait faire appel au président français pour stopper la menace terroriste en 2012-2013, dans le cadre de l'opération Serval, alors qui a été suivi par l'opération Barkhane, qui a été vraiment un grand échec. Parce que les gens ne pouvaient plus comprendre comment, avec près de 5000 hommes, qu'ils ne parviennent pas à arriver à bout de ces groupes d'armées. Et il y avait aussi les 11 000 hommes de la MINUSMA. Et les 11 000 hommes de la MINUSMA, 11 000 ou 13 000 hommes de la MINUSMA. Exact. Donc cet échec de Barkhane, et l'autre initiative également qui a été le G5 Sahel. C'est vrai. Qui a été vraiment également un véritable camouflet. Je crois que c'est ce qui a poussé même la France à repenser sa relation avec l'Afrique. Et les Africains repensaient leur relation avec la France. Et la France même de repenser, parce que la France a pris des initiatives pour repenser sa relation avec l'Afrique. Nous avons dernièrement le rapport de Bockel.
qui voit la nouvelle stratégie, pour revoir la nouvelle stratégie militaire française, de la présence militaire française en Afrique. Pour le cas spécifique du Sénégal, il y a 350 éléments qui sont là. Il y a 350 éléments français on les appelle les éléments français du Sénégal. Qui sont là. Mais je crois que leur départ était imminent. Et la réponse du président Bassirou Diomaye Faye a été très claire. Comme quoi que, l'image est très symbolique. Est-ce que les Français verraient des troupes chinoises, russes, sénégalaises, avec des chars de combat, par exemple, dans les rues françaises? Ce serait très mal vu. Mais bien sûr. Une façon de justifier quand même la nécessité de faire quitter ces militaires. Mais c'est surtout, ça n'enfreindrait nullement la relation qu'entretient la France avec le Sénégal, le peuple français avec le peuple sénégalais. Oui, c'est ce que dit d'ailleurs aussi le président tchadien. Je pense qu'ils veulent plus une réorientation de cette coopération dans d'autres domaines stratégiques comme la coopération agricole, la coopération sanitaire, la coopération économique, plus que cette présence militaire. Justement, nous allons revenir sur toutes ces questions dans très peu de temps. Restez avec nous, Mamadou Liamine Dieye. Nous avons encore des questions à vous poser. Alors, toujours dans le prolongement de ce que vient de dire notre confrère et ami du journal Le Soleil, Mqouran Aïtou Arabi, un peu aussi, je vous repose un peu la question que j'ai posée à Karam Khariev. Est-ce que les annonces du Tchad et du Sénégal actent aussi plus généralement, plus globalement, l'échec des postures militaires de Paris en Afrique? Les Africains ne comprennent pas pourquoi la France est aussi présente militairement en Afrique. Alors, elle a quand même 5 emprises militaires en Afrique. Alors, on a parlé du Sénégal, mais il y a le Tchad, il y a aussi la Côte d'Ivoire, il y a le Gabon, mais il y a aussi Djibouti. À quoi peuvent servir tous ces militaires, Mqouran Arabi? Au fait, la France, elle est dans une posture où elle cherche à travers sa présence militaire, à la fois à défendre bien évidemment ses intérêts. Vous savez que l'Afrique aujourd'hui est un terrain qui est disputé entre différentes puissances. Ces présences militaires ne sont pas forcément destinées à aider les pays qui les accueillent. La preuve, le terrorisme est toujours là et la lutte contre ce fléau n'a pas été efficace avec la forte présence française dans les pays du Sahel central. On a vu les bilans catastrophiques justement des attentats terroristes dans ces pays, mais à contrario, on voit qu'il y a une forte présence militaire française dans ces pays qui, justement, avec le temps, les populations de ces pays se demandent à quoi elles servent toutes ces forces. En réalité, elles servent à des agendas cachés de la France qui peuvent aller du renseignement à l'écoute, à l'espionnage. Beaucoup de choses rentrent dedans. On ne sait pas vraiment ce que font tous ces soldats dans ces pays. Je vous cite un exemple, par exemple le Tchad tout récemment a subi une attaque terroriste dans la région de Barkaram qui a fait plusieurs morts parmi ses forces armées. C'est dans le lac Tchad, c'est près de la frontière avec le Nigeria. C'est Boko Haram, donc effectivement c'est une zone très connue, justement lac Tchad. Et l'armée tchadienne a décidé de riposter, donc de mener une opération pour déloger les terroristes dans la zone où ils se trouvaient. Et l'armée française n'a pas voulu participer à cette opération qu'ils ont appelée Ascanit. En fait, les autorités tchadiennes n'ont pas compris l'attitude de l'armée française qui est sur place, qui est censée justement soutenir et aider et participer à l'effort qui est destiné à lutter contre les groupes terroristes, de refuser de participer à une telle opération. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Au fait, la France
elle cherche à maintenir avec sa puissance, sa domination au niveau africain à travers ses bases, ce réseau militaire qui va donc du Sahel central jusqu'à Djibouti, en passant par des pays comme le Gabon. Oui. La volonté justement de la France de les maintenir cache mal justement tous ces agendas cachés qui sont au-delà des besoins, au fait des besoins exprimés par les populations. Le but, c'est le contrôle de la région, et justement de pouvoir anticiper beaucoup de choses qui se passent ici et de repousser l'influence d'autres puissances qui arrivent en force. Vous avez cité la Turquie, la Russie, il y a des pays comme la Hongrie qui arrivent en Afrique. Oui. Donc tout le monde s'intéresse à ce continent. Très bien. Rima Louibi, est-ce que, alors on le voit bien, de nombreux pays africains se tournent vers d'autres partenaires. Est-ce que peuvent donner ces partenaires que la France aujourd'hui ne donne pas? Alors, Moukhala Touarabi a parlé de la Turquie, Akram Khariev aussi. Bon, il est question aussi de la Hongrie, c'est surtout valable dans le cas du Tchad. Oui, mais il n'y a pas que cela. Il y a la Russie, il y a les États-Unis. Là, vous venez de poser une question assez importante d'ordre géopolitique. Oui. Et si vous permettez, j'aimerais juste rebondir, parce que Moukhala vient de citer un exemple, un cas et une situation, voire une opération militaire qui a eu lieu au Tchad, et dont l'armée française a refusé, même une information qui a été reliée par plusieurs médias français, l'armée française a refusé d'apporter un appui aérien pour aider les militaires, voire l'armée tchadienne. Donc à ce moment-là, on se pose des questions: à quoi bon avoir des coopérations militaires avec la France et continuer à les avoir, étant donné que cette présence militaire n'arrive pas à accomplir une certaine sécurité. On parle de Boko Haram, je veux dire l'attaque de Boko Haram, et qui a causé la mort de plus de 40 Tchadiens. C'est assez récent, c'est le mois d'octobre dernier. Et je pense que ça a été quand même l'une des raisons pour lesquelles le président tchadien a pris cette décision. Il y a aussi la visite de Barrot qui était plus comme étant des ordres au président tchadien. Au président tchadien pour ne pas l'avoir accusé de s'immiscer dans dans la guerre au Soudan. Donc ça a été plus un dossier qui parle du Soudan que l'actualité tchadienne, ce qui a été quasiment mal pris par les Tchadiens. Et si je reviens à votre question, quels sont les partenaires? Chose est sûre, ces partenaires vont être plus utiles peut-être aux yeux des Africains par rapport à la France, qui cherche beaucoup plus à imposer une certaine hégémonie d'ordre historique et de continuer à être dans une optique coloniale qui dicte aux Africains ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Maintenant, je rappelle aussi que la présence chinoise est assez importante en Afrique, en particulier quand on parle de high-tech, quand on parle de technologie, quand on parle de transfert de technologie aussi. Et la Chine veille aussi à être présente par le développement technologique, en particulier en Afrique. Parfait, très bien, merci Madame Louibi-Lima. Alors, Akram Khariev, je vais vous poser la même question que je viens de poser à notre amie Madame Louibi-Lima, et question à laquelle elle a répondu brillamment. Mais là, je sollicite le spécialiste en question de défense que vous êtes. Qu'est-ce que des pays comme la Russie, comme la Chine, comme la Turquie, que vous connaissez très très bien, peuvent apporter aux Africains que la France n'apporte pas en ce moment?
pourquoi justement les pays africains ont-ils décidé comme ça, dans un mouvement j'allais dire d'ensemble, là, ces dernières années, donc beaucoup de pays ont dénoncé leurs accords de défense avec la France, ont décidé alors de quitter un pays et de nouer des partenariats avec d'autres. En quoi aujourd'hui il est plus intéressant de faire du business avec les Turcs, les Russes et les Chinois qu'avec la France? Le plus gros problème de la France et des Européens de manière générale, c'est l'indigence de leur industrie militaire, le fait qu'elle soit totalement dépassée par des événements et par la réalité du XXIe siècle. C'est une industrie militaire qui regardait de très haut les pays du tiers-monde, notamment d'Afrique, car elle avait la mission noble de fournir les grandes armées européennes avec des équipements pouvant stopper une troisième guerre mondiale ou stopper une invasion russe de l'Europe. Oui. Or, aujourd'hui, le monde a changé, les conflits ont changé, et l'industrie militaire a profondément changé. Aujourd'hui, l'Europe ne fabrique pas de drones, fabrique à peine des équipements pouvant contrer les drones, alors que la Turquie a une expérience opérationnelle de plus de 20 ans dans le domaine des drones. Exactement. La Chine, de même, est innovatrice dans le domaine de l'électronique et dans le domaine des technologies embarquées. Aujourd'hui, l'Europe a très peu à offrir, notamment en termes d'expérience militaire pure, puisque l'Europe ne s'est pas engagée dans des guerres. Les armées européennes sont des armées très jeunes aujourd'hui, et aussi des armées qui ont subi des réductions drastiques en nombre et en moyens ces 30 dernières années, et qui aujourd'hui n'ont ni expérience, ni matériel, ni même doctrine à offrir aux Africains, qui, de leur côté, et ça c'est un élément très très important, notre ami du Sénégal l'a rappelé sans le dire, les pays africains se sont modernisés, les peuples africains se sont modernisés, les jeunes officiers africains ont tout à fait le même niveau que leurs équivalents en Occident, en termes d'intellect, de formation globale, etc. Il n'y a plus de raison de suivre aveuglément ce que disent les capitales européennes. Et aujourd'hui, les armées africaines, notamment celles des pays du Sahel, sont conscientes de là où se trouve leur intérêt en termes d'équipement, de doctrine et d'expérience. Et puis on le voit bien, Karam Kharif, prenons l'exemple du partenariat qui existe entre l'Algérie et la Russie. Par exemple, alors l'Algérie n'est pas dans une relation de vassalité à la Russie. Je pense que c'est ce que cherchent aussi les autres pays lorsqu'ils décident de rompre leur partenariat avec la France et d'en nouer d'autres avec d'autres pays qui présentent l'avantage de proposer des relations plus saines et plus équilibrées. Mais bien sûr. En fait, c'est une question philosophique. Aujourd'hui, la France est à une étape décisive pour son existence. La France doit prendre conscience que ce n'est pas la France des années 60. Que c'est un pays comme un autre. Que c'est un pays en déclin économique, en déclin technologique, qui a très peu de choses à offrir, qui a du mal, qui se bat pour exister par le tourisme, par d'autres choses, par des traditions, etc. C'est un pays qui, aujourd'hui, devrait voir l'opportunité de revoir sa relation avec l'Afrique, de par sa connaissance des différents pays, et de la revoir de manière plus humble, de manière plus humaine, et de manière aussi plus normale. Si, aujourd'hui, la France capitalise sur ses acquis en Afrique, elle pourrait, en changeant d'attitude, en oubliant, écoutez, moi j'ai été révolté, ça ne me concerne pas l'Afrique, mais j'ai été révolté par les propos du président Macron vis-à-vis de Haïti. C'est inacceptable de dire cela à un pays qui a payé des réparations à la France
Oui. Il y a certains grands financiers d'une communauté qu'on ne citera pas, qui ont payé de 1847 à 1947 des dédommagements à ces personnes-là. Et vous avez un président français qui ose utiliser des termes vulgaires vis-à-vis d'un pays souverain qui a souffert le martyre pour avoir son indépendance et qui a prouvé que un pays du Sud, une population non blanche était capable de se prendre en main, était capable de s'émanciper. Non, et la France aujourd'hui doit régler, doit en finir avec ses démons, doit régler des problèmes psychologiques avant de passer à une relation normale avec ça. Alors, encore une petite question avant de céder la parole à notre ami et confrère journaliste du Sénégal. Alors, il y a un pays dont on parle, mais à mon avis, on n'en parle pas suffisamment, Akram Kharif. Alors, c'est la présence des Émirats Arabes Unis en Afrique, et particulièrement au Sahel et en Afrique de l'Est. Alors, selon vous, d'un point de vue sécuritaire et militaire, et peut-être même géopolitique, Akram Kharif, quel pourrait être l'agenda de cette monarchie pétrolière du Golfe? Les Émirats sont un pays qui essaie de se constituer une histoire, à défaut d'avoir un avenir, à défaut d'avoir une histoire. Ils veulent se constituer une sorte d'empire d'influence, notamment en Afrique. Et pour cela, les Émirats pactisent, s'associent donc aux puissances du moment et n'hésitent pas à être leur relais. Donc, c'est un Émirat qui a besoin de reconnaissance internationale, qui a besoin de devenir une puissance moyenne, qui souffre de la domination de l'Arabie saoudite au sein des institutions du Golfe et qui veut se démarquer de la grandeur de l'Arabie saoudite justement en donnant une image d'empire en constitution à ces pays-là. Donc c'est un pays qui essaye de se créer un avenir et qui n'hésite pas à mettre les moyens à le faire. Voilà. Malheureusement, ça ne se fait pas de manière naturelle et ça ne se fait pas surtout de manière éthique. Voilà. Merci Akram Kharif. Alors, je reviens vers vous, Mamadou Liamine-Dieye. Alors, est-ce que nous assistons à un basculement géopolitique en Afrique? Alors, on le voit bien, la France est dégagée du Mali, elle est dégagée du Niger, elle est dégagée de la Centrafrique, elle est dégagée du Burkina Faso. Alors aujourd'hui, le Sénégal annonce son souhait, sa volonté de redéfinir les contours de sa relation de défense avec la France. Le Tchad annonce quant à lui carrément ou dénonce carrément l'accord de défense qui le lie depuis l'indépendance à la France. Est-ce que selon vous tout cela correspond à un basculement géopolitique en France? Donc on a l'ancien empire colonial français qui part en lambeaux, qui est qui se réduit, comme je l'ai dit dans ma présentation, en véritable peau de chagrin. Et est-ce que maintenant il faut prévoir, il faut assister à l'arrivée d'autres acteurs internationaux sur le continent? Est-ce que cela ne risque-t-il pas de voir l'Afrique se transformer en terrain d'affrontement entre acteurs extra-régionaux? Alors là, vous avez répondu à la question. Oui, mais je sais que vous apporterez aussi d'autres éléments. Le dégagisme est en action depuis. Oui. Le dégagisme, c'est partout, dans le précaré, ce que l'on appelait le précaré français. Oui. C'est passé, on fait cette semaine-ci, dans le cadre des célébrations, il y a un brûlot de M. Robert Bourgi. Oui, qui vient de publier ses mémoires d'ailleurs. Ses mémoires de plus de 600 pages. Exactement. Il l'a présenté cette semaine-ci à Dakar. Ça, alors là, les Sénégalais, oui, friands qu'ils sont, avec tout ce qu'ils ont appris
de ce qui s'est passé dans les officines des palais, etc., avec ces émissaires, ces émissaires officieux. Mais d'aucuns se sont dit, mais comment cela a pu se passer durant toute cette période sans qu'on ne sache. Oui. Donc, pour répondre à votre question, je crois que l'Afrique est devenue le terrain de compétition ou bien le prolongement de la guerre froide qu'on connaissait auparavant. Oui. Toutes les puissances occidentales et même asiatiques, maintenant, se sont donné rendez-vous en Afrique. Mais dans le cadre de la coopération, il est bon de préciser qu'un pays comme le Sénégal a eu des accords de coopération avec tous ces pays-là. Par exemple, si vous voyez dans le cadre de l'exploitation des ressources pétrogazières, mais nous avons les BP, British Petroleum, vous avez Woodside, avec l'or, vous avez les Australiens, mais il y a pas mal d'acteurs. Les Français sont là également avec Total. Oui, absolument. Avec le pétrole offshore. Donc, pour vous dire que le Sénégal a très tôt pensé à diversifier ses partenaires. Mais ce qui est en jeu présentement, c'est effectivement l'éclatement du précaré français. Oui. Parce que la France, effectivement, a perdu. C'est grâce à ces pays-là que la France exerçait son influence à travers le monde. Oui. Et maintenant, je crois que la France n'a rien vu venir. N'a pas vu venir les autres puissances qui se sont implantées d'une façon tellement discrète, mais bien pensée, je crois. Vous prenez le cas du Sénégal, les Turcs sont là, les Turcs pratiquement sont dans les infrastructures. Oui. Le stade Maître Abdoulaye Wade, l'aéroport international Blaise Diagne, ils sont dans les autoroutes. Les Chinois ont construit l'autoroute Ila Touba, de près de 400 km. Alors, tous ces trucs-là, moi, je me dis que peut-être que la France a vraiment dormi sur ses lauriers et n'a rien vu venir. Maintenant, ce qui se passe, c'est que l'Afrique constitue un enjeu géostratégique. D'où d'ailleurs tous ces sommets qu'on entend, sommet France-Afrique, la TICAD, Japon-Afrique, sommet Italie-Afrique, sommet Turquie-Afrique, sommet le FOCA, Forum Chine-Afrique, etc. Pour vous dire que je crois que l'enjeu, ce sont les ressources. L'Afrique est devenue, ou bien reste la seule terre vierge. Oui, c'est vrai. Présentement. Donc tous ces pays se sont donné rendez-vous en Afrique. Pour le cas des Émirats Arabes Unis également, je vois qu'ils sont en train de s'implanter. D'ailleurs, il y a une délégation qui était venue au Sénégal. Oui. Il y a moins d'une semaine. Ils sont en train également de se positionner. Et l'explication est toute simple. Avec les fonds souverains, avec des pays africains qui ont besoin de financement, mais ils ne vont pas cracher sur tous ces fonds souverains qui leur viennent de ces pays arabes. Oui. C'est le cas des Émirats Arabes Unis. Ici au Sénégal, tout le monde ne parle que de Dubaï. Oui. Dubaï est devenu aujourd'hui la plaque tournante vraiment de tous les investisseurs. C'est vrai. Et pour le cas du Sénégal, c'est Abdoulaye Wade qui a inauguré cette histoire-là. Il avait créé un ministère, tenez-vous bien, de l'économie, du plan et de la coopération. À côté, il crée un ministère des infrastructures, de l'énergie, des transports aériens et de la coopération internationale avec les pays arabes et asiatiques. Il avait confié à son fils. Oui, il était précurseur sur cette question. Donc là, déjà en scindant la coopération internationale, en parlant de coopération internationale avec les pays arabes et asiatiques, parce que là, ils ne sont pas regardants sur les questions de procédure comme les Occidentaux. Exactement. Alors là, il avait confié à son... Moi, je me dis que l'Afrique est devenue, en tout cas, le prolongement c'est le prolongement de la guerre froide qu'on est en train de vivre en Afrique. Toutes les puissances occidentales et même arabes se sont donné rendez-vous en Afrique. Très bien. Et maintenant, je crois que les pays africains ne vont pas cracher sur tous ces partenariats qui s'offrent à eux. Et surtout qu'il s'agit de partenariats avantageux. Mais la France, c'est irréversible. En plus de ses problèmes domestiques, en plus de ce paternel, les Africains, je crois, surtout les pays de l'ancienne Afrique occidentale française et l'ancienne Afrique équatoriale française, en ont vraiment assez de ce paternalisme-là qui n'a que trop duré. Très bien. Et ils ont décidé vraiment de prendre leur destin en main. En diversifiant
leur partenariat. Donc maintenant, c'est le partenariat gagnant-gagnant. Partout où on passe, on parle de partenariat win-win. Alors, très bien. Merci beaucoup, Mamadou. Alors, nous avons juste le temps de céder la parole au docteur Maktar Sylla que nous avons réussi à joindre. Il n'était pas question de terminer cette émission sans recueillir son avis. Alors, nous avons beaucoup de considération et beaucoup de respect pour le docteur Maktar Sylla. Alors, le docteur Maktar Sylla, voilà, on a l'impression qu'en Afrique, nous assistons à une séquence qui correspond un peu à la poursuite de la lutte pour la souveraineté de l'Afrique. Alors, nous avons eu dans un premier temps les indépendances qui correspondent un peu à la souveraineté politique. Aujourd'hui, il y a une bataille pour la souveraineté économique de l'Afrique. Alors, la souveraineté politique n'a aucun sens, les indépendances n'ont aucun sens si elles ne sont pas adossées à une souveraineté économique. C'est pour ça que beaucoup de pays nationalisent leurs ressources. On s'est rendu compte aussi que l'Afrique ne pouvait pas être prospère, ne pouvait pas être stable s'il n'y avait pas de prospérité, de souveraineté, sécuritaire aux militaires. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une sorte de mouvement, une poursuite de la lutte de l'Afrique pour ses multiples souverainetés. Alors il y a un ancien monde qui meurt et on assiste aussi aujourd'hui avec le dégagisme, on le voit, la France est chassée de son précaré. On assiste aussi à l'émergence d'une nouvelle Afrique. Est-ce que vous partagez cet avis ou pas? Oui, absolument. Moi, en tout cas, je ne mets pas de césure entre la souveraineté politique et la souveraineté économique. Je pense que c'est un tout. Oui. Et d'ailleurs, depuis des années, je le dis, depuis au moins peut-être aujourd'hui 17 ou 18 ans, qu'il fallait effectivement que les pays occidentaux, de manière générale, la France en particulier, revoient son disque dur dans ses relations avec les pays africains, francophones notamment. Vous savez, on est dans un monde aujourd'hui en Afrique, vous avez 77% de la population qui a 35 ans et moins. Oui. Vous êtes dans un monde aujourd'hui où les pays africains, du fait des réseaux sociaux, de la communication aujourd'hui qui se globalise, ont accès à toutes les informations et voient qu'il y a d'un côté des pays anglophones, d'autres espaces linguistiques qui se développent, alors que nos pays qui ont des richesses qui sont prouvées, sont maintenus véritablement 60 et quelques années après les indépendances, dans un état de dépendance, dans un état de vacuité, avec des difficultés inimaginable, et donc il arrive un moment où effectivement il y a une sorte de rupture qui s'opère. Oui. Une rupture, qui souverainiste si on veut, on peut l'appeler comme ça, mais juste nous appliquons la logique que nos cousins français nous ont appris, qu'un pays n'a que des intérêts. Oui. Et donc il arrive un moment où effectivement tous ces modes de domination plus ou moins pernicieux, plus ou moins paternalistes, plus ou moins condescendants, il arrive un moment où effectivement il faut y mettre un terme. Aujourd'hui, donc il y a une nouvelle génération qui vient aux affaires. Le cas du Sénégal est là. C'est une génération de trentenaires, de quarantenaires qui sont là, qui n'ont pas connu la colonisation, qui n'ont pas été formatés, c'est-à-dire intellectuellement et autres, sous le prisme occidental en tant que tel, qui ont une fierté, qui ont une véritable connaissance du monde, qui se sont faits, qui ont voyagé, qui sont allés un peu partout. Il y a une nouvelle ambition, de nouvelles idées. Absolument. De nouvelles idées, et qu'il faut effectivement que nous diversifions nos partenariats en partant de nos intérêts et en essayant véritablement de faire sauter ce que l'on appelait de manière très péremptoire le précaré. Effectivement, il n'y en a plus. Donc, j'ai dit très souvent à nos amis français qu'il fallait effectivement qu'ils intègrent les nouveaux paradigmes et pratiquement qu'ils se redressent. Comme disent les enfants, they need to sit up. Vraiment qu'ils se redressent, qu'ils regardent l'avenir, qu'ils regardent la réalité en se disant que voilà, c'est fini. Il y a une période qui est révolue, définitivement révolue. Et qu'il faut se tourner véritablement vers une coopération qui soit plus respectueuse des Africains, plus équilibrée, plus équilibrée, dans un truc win-win, et qui ne saurait être la chasse gardée de personne. Si aujourd'hui on dit qu'il faut que les armées françaises partent, etc., c'est pas pour venir mettre d'autres armées, etc. Non. L'Afrique, et ça, je pense qu'il y a une interpellation aujourd'hui qu'il faut faire vis-à-vis de tous les leaders, de tous les dirigeants africains, et que les populations doivent véritablement porter. J'ai entendu tout à l'heure, je pense qu'il s'appelle Mamadou, un de mes confrères et compatriotes, qui disait effectivement, il y a des sommets Turquie, il y a des sommets Inde, France, tout ça là. Mais à quand un sommet où c'est l'Afrique qui convoque le reste du monde? Exactement. Parce que c'est nous qui avons un sommet de l'Afrique avec le reste du monde.
C'est vrai qu'il sera difficile en Afrique de faire l'unité autour de tout le monde, mais je pense qu'il y a des locomotives. Il faut qu'il y ait des leaders qui aujourd'hui, de la nouvelle génération, même de l'ancienne génération, mais qui ont ce sentiment fort nationaliste, ce sentiment fort souverainiste, ce sentiment fort d'aider à l'émergence de ce continent qui a toutes les potentialités pour le réussir, qu'ils se mettent véritablement à leur véritable place pour que l'Afrique puisse compter sur l'échiquier international. Nous en avons les moyens politiques, nous en avons les moyens stratégiques, nous en avons les moyens environnementaux, nous en avons les moyens économiques et humains. Donc je pense qu'effectivement, il faut absolument que nous ayons confiance en nous, pas dans une sorte d'autarcie, parce qu'aucun pays ne peut vivre en autarcie, aucun continent ne peut vivre en autarcie, mais que nous ayons notre juste place. L'Asie aujourd'hui a de le faire, beaucoup d'autres continents le font, beaucoup de pays le font. Il n'est pas question que le continent qui est le plus riche humainement, démographiquement, historiquement, culturellement, avec toutes les valeurs que nous avons, avec les ressources naturelles que nous avons, que nous continuons à être ici à la remorque de quelques pays que ce soit. Oui. C'est ça la réalité. Ceux qui ne s'en rendront pas compte, eh ben, ils perdront de plus en plus du terrain. Exactement. Merci beaucoup, Dr Makhtar Sylla. Je suis extrêmement heureux que nous ayons réussi à reprendre contact avec vous parce que vous donnez une valeur ajoutée à cette émission. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps avant avant la fin de l'émission. Nous avons quand même débattu de cette question pendant un peu plus d'une heure, mais nous avons quand même le temps de reprendre une dernière fois Akram Khraïf. Je rappelle qu'il est en direct depuis Tunis. Akram Khraïf est fondateur et directeur du site MENA Défense. Alors, Akram Khraïf, est-ce que vous pensez que justement le dégagisme qui frappe aujourd'hui la France ou est-ce que vous pensez qu'il n'a été possible aussi? Alors, le docteur Makhtar Sylla parle de prise de conscience des Africains. Makhtar Sylla rappelle aussi que maintenant il y a une nouvelle génération d'Africains au pouvoir qui n'ont plus aucun complexe vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale et qui n'ont d'ailleurs aucun complexe vis-à-vis d'aucun pays. Mais est-ce que les transformations auxquelles nous assistons aujourd'hui n'ont pas été possibles aussi grâce, ou est-ce que ces transformations ont été possibles aussi grâce justement à la compétition qui s'est instaurée autour de l'Afrique? Cette compétition a permis de casser le monopole qu'avait par exemple un pays comme la France sur la région de l'Afrique de l'Ouest. Non, je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que l'Afrique était au centre d'enjeux géostratégiques et géopolitiques pendant 80 ans. Oui. Les indépendances n'ont absolument rien changé. Elles sont tombées au beau milieu d'une confrontation entre l'Union soviétique et le bloc occidental. Non, il ne s'agit pas justement de cette compétition. Il s'agit plutôt d'une élévation du niveau des populations africaines, des dirigeants africains, et il s'agit aussi d'une prise de conscience par les Africains que la solution par rapport à leur avenir ne peut venir que de l'intérieur de l'Afrique et que des relations africano-africaines. Et je pense que c'est aujourd'hui ce dégagisme-là, qui n'est pas un dégagisme, qui est un rééquilibrage des relations internationales des pays africains conscients avec le reste du monde, et va s'exprimer de manière de plus en plus clair jusqu'à ce que il y ait une normalisation de ces relations-là et en fait une mise en adéquation entre cette montée en puissance intellectuelle des consciences et des politiques africaines avec la réalité économique. Il faut aujourd'hui que l'Afrique bénéficie d'un retour économique de ces années, de ces dernières années. Et je pense que c'est là où certains pays sont conscients de ça et sont d'accord pour un éventuel partage, pour une éventuelle coopération. Et c'est en cela que la France devrait se diriger si elle veut sauver ce qu'il y a à sauver pour elle. Oui. Parce que les Africains ne bénéficient pas de cette relation. Voilà. Merci beaucoup Akram Khraïf. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle que vous étiez en direct depuis Tunis et que vous êtes le directeur du site MENA Défense. Merci beaucoup Akram Khraïf.
Nous espérons vous avoir avec nous lors d'une prochaine émission de Grand Angle. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Le plaisir sera pour nous, Kalam Kharaïf. Moukran Itouarabi, alors, la séquence auquel nous assistons, la dénonciation par le Tchad des accords de défense avec la France, l'annonce du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye concernant sa volonté de redessiner, de redéfinir sa relation sa relation militaire ou de défense avec la France intervient. Alors ces annonces interviennent dans un contexte un peu particulier. Alors il y a 2 ans, les pays du Sahel central, comme vous aimez bien le qualifier, je parle du Mali, je parle du Burkina, du Niger, ont signé la charte du Liptako Gourma, qui a donné naissance à la Confédération des États du Sahel. Beaucoup d'observateurs perçoivent cette nouvelle création comme une alternative à la CEDEAO. Est-ce que vous pensez que maintenant que le Tchad a décidé, on est dans presque une relation de rupture avec la France, la sortie du président sénégalais, est-ce que vous pensez que c'est de nature à sauver la CEDEAO, ou vous pensez que ce sont ces 2 pays qui vont s'engouffrer dans l'Alliance des États du Sahel pour constituer une nouvelle organisation sous-régionale? Je pense qu'il est assez tôt pour pouvoir répondre à ça d'une manière exacte, parce que pour le moment, effectivement, on assiste à une rupture. C'est un moment de rupture très clair dans les relations. C'est un tournant même dans les relations entre ces pays et la France. Pour le moment, effectivement, ça renforce un peu la position des pays qui ont créé l'Alliance des États du Sahel. Je parle du Niger, du Mali et du Burkina, qui étaient les précurseurs dans cette démarche de dégagisme, de démarche de déloger justement les bases militaires françaises. Bien que le Sénégal ait commencé avant, comme nous le rappelait si bien notre confrère Mamadou Yamin Dieye, sous le président White. Pas tout à fait. Je reviendrai pas sur ça, mais parce que au fait, cette configuration des bases militaires françaises en Afrique d'une manière générale répondent au fameux livre blanc de la défense et de sécurité sous François Hollande. Donc elle a été rendue publique en 2013. La base militaire du Sénégal a été créée en 2011. Elle n'a pas effectivement, il y a eu une présence militaire par le passé, mais cette base militaire dont on parle aujourd'hui, elle a été créée en 2011. Même si peut-être il y a eu une envie ou il y a eu des velléités de revoir le traité, parce qu'on parle du traité qui a été signé entre la France et le Sénégal. Aujourd'hui, effectivement, on est dans une autre configuration avec un nouveau régime qui a un peu du régime du Wade, mais qui a une orientation beaucoup plus claire, beaucoup plus souverainiste par rapport aux questions de la souveraineté et de l'Afrique d'une manière générale, parce que c'est aussi un parti panafricaniste. On sent vraiment que tous ces présidents de la sous-région sont vraiment en phase idéologiquement, et ils ont pratiquement les mêmes ambitions et le même programme politique. On est en train de revivre une séquence qu'on a vécue au début des années 60, quand il y a eu les indépendances, il y a eu la création de l'organisation de l'unité africaine, le panafricanisme. Il y a un retour donc d'éveil dans ces rapports aujourd'hui. Ce sont de nouveaux libérateurs. On assiste à une nouvelle génération d'Africains qui s'inscrivent dans le combat libérateur de leurs aînés. Effectivement, c'est un phénomène qui touche beaucoup de pays africains. On voit bien que les pays africains veulent justement s'émanciper de la tutelle, non seulement politique, mais aussi morale des anciennes puissances coloniales, en premier lieu la France.
Oui, c'est un débat que nous aurions pu comme ça continuer, poursuivre pendant 1 heure. Malheureusement, le temps imparti à l'émission est écoulé. Alors, juste le temps, un dernier petit mot, Madame Rouibi Rima, par rapport à ce nouveau vent de souverainisme qui souffle sur l'Afrique. C'est une renaissance de l'Afrique. Nous assistons à la renaissance de l'Afrique, à la souveraineté africaine, et on ne peut que s'incliner à cette magnifique souveraineté. Merci beaucoup, Rima Rouibi. J'ai le temps aussi de donner... Alors, Monsieur Maktar Sylla, vous êtes toujours avec nous ? Oui, je suis avec vous. Oui. Alors, un dernier mot par rapport justement à ce magnifique vent de souverainisme qui souffle sur l'Afrique. Un vent qui, faut-il en convenir, Monsieur Maktar Sylla, nous redonne beaucoup d'espoir sur l'avenir de notre continent. Oui, absolument. Je l'ai dit à plusieurs reprises également. Vous savez, je l'ai dit il y a l'année dernière à Alger, et en interpellant le supervis même du chef de l'État, le président Tebboune, ce qu'il a fait avec l'Union africaine en mettant un fonds à disposition de l'Afrique d'$1 milliard, avec une déclaration donc en 2023 suivie d'effet tout de suite, avec des interventions dans différents secteurs. Il faut absolument qu'il y ait, comme je le dis encore une fois, des locomotives en Afrique, qui soient des leaders, des leaders politiques, des gens d'autres, des influenceurs, des gens des médias comme nous, des économistes, des chefs d'entreprise, qui prennent véritablement le taureau par les cornes et qui puissent véritablement jouer leur partition afin que le continent puisse se positionner comme, j'allais dire, une réalité incontournable aujourd'hui dans le monde, d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, d'un point de vue culturel, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social, d'un point de vue sportif. Absolument. Effectivement, aujourd'hui, comme vous le voyez, l'Afrique rayonne sur tous les plans. Il n'est plus question que nous continuions à subir ce que nous avons subi pendant des années. Il est également temps, effectivement, que l'Afrique puisse effectivement se développer en nouant des partenariats équilibrés, des partenariats respectueux avec tous les peuples, tous les pays qui ont envie d'avancer avec le continent. Merci beaucoup. Nous espérons cet avenir qui est un avenir qui se construit ici et maintenant. Merci beaucoup. Alors, nous espérons de tout cœur que le 21e siècle sera le siècle de l'Afrique. Alors, merci beaucoup, Dr Maktar Sylla, d'avoir accepté notre invitation. C'était le mot de la fin. Alors, je n'oublie pas de remercier chaleureusement notre confrère du quotidien Le Soleil, notre ami et confrère Mamadou Liamine Dieye. Merci beaucoup Mprana et Touarabi d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Alors un grand merci Madame Lima pour votre contribution à cette émission. Vous l'aurez compris, chers amis auditeurs et auditrices, nous arrivons au terme de cette émission consacrée donc à la présence militaire française en Afrique. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Grand Angle. En attendant, vous pouvez continuer à nous écouter sur Internet. Alors pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application sur Play Store. Je rappelle que cette émission a été préparée et présentée par Zine Cherfaoui. Elle a été réalisée par Mohamed Ifarojan. À la console technique, il y avait Karim, Ahmed. Alors Karim et Ahmed, on vient de me souffler les noms des confrères derrière la vitre. Alors je n'oublie pas et je n'omets pas également de signaler l'immense travail accompli par l'équipe multimédia d'Ifriqiya FM. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, la langue ou la voix africaine. Au revoir. La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand Angle, analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier.